Ça y est, l'été touche à sa fin et pour certains, une boule au ventre commence à pointer son nez avec la reprise. Alors pour toutes celles et ceux qui retournent au travail un peu à reculons, je vous recommande chaleureusement, chaudement le parcours Chance, fidèle soutien de Métamorphose. Alors vous savez, Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment et écrire une nouvelle page professionnelle, le tout accompagné de votre coach dédié choisi sur mesure en fonction de votre personnalité. Et le petit plus que j'aime tout particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à échanger, à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. En résumé, c'est un vrai accompagnement sur 12 semaines pour changer ce qui doit l'être dans votre travail pour qu'il soit en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à surfer sur l'énergie de la rentrée pour vous mettre en action. Rendez-vous tout de suite sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans cette nouvelle série Métamorphose, les conversations du Scarabée, qui est un format expérimental de petits dialogues entre amis. L'idée avec cette série est de croiser les regards sur un thème, non pas en tant qu'experts, mais plutôt comme des amis qui conversent ensemble et s'interrogent tour à tour. Alors pour cette première série, je cheminerai avec Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, et nous aborderons des thèmes aussi divers que l'abondance, l'éveil des consciences, nos croyances, l'influence de l'éducation, les joies et les peines d'entrepreneurs dans ce monde et bien d'autres incroyables sujets. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Alexandre Dana pour parler de notre alimentation optimale à tous les deux, en tout cas celle qui, dans l'idéal, nous fait vraiment du bien au quotidien. Et Dieu sait si on aime bien parler justement, échanger nos plans aussi sur l'alimentation, celle qui nous donne de l'énergie, celle qui est vitalisante. En fait, l'idée, c'est de se nourrir pour se sentir bien. C'est pas pour faire un régime au sens, évidemment, de perdre du poids, de choses comme ça, mais de se sentir bien au sens du véritable régime alimentaire. Sachant qu'on va parler de nos pratiques personnelles, et évidemment, ce qui va bien pour nous ne va pas forcément pour tout le monde, simplement nos voies d'exploration. Alors, bonjour Alexandre. Salut Anne, on adore manger, hein. On mange souvent ensemble. Voilà, on mange souvent ensemble, mais on est assez gourmand, je dois dire aussi, pour détendre les gens. Il faut le dire en introduction. Alors, il faut le dire en introduction, alors je suis ravie en plus de se retrouver aujourd'hui. C'était pas gagné parce que toi quand même, est-ce qu'on peut le dire, tu reviens en direct de Los Angeles. Oui. Où tu étais parti pour une pratique sportive. Comment tu t'es nourri pendant cette semaine à LA, justement, par rapport à un stage de pratique sportive ? Déjà, c'est quelque chose, l'alimentation aux États-Unis. Moi, j'ai vécu à une époque de ma vie à New York. Et j'ai retrouvé, là, dans cette semaine à Los Angeles, ce décalage entre, d'un côté, une obésité, un surpoids, des déséquilibres dans l'alimentation très généralisés chez les Américains. Ça te prend aux yeux dès que tu sors dans un supermarché américain. Et encore, c'est la Californie. Et encore, c'était New York à l'époque où j'habitais là-bas. Et de l'autre côté, tu as au milieu des villes des potagers d'une densité, j'ai jamais vu ça à Paris pour le moment, ou alors vraiment j'ai pas regardé au bon endroit. Tu as un effort de traçabilité sur les produits qui est hallucinant. Quand tu es au restaurant, en fait, tu as les infos sur les calories, sur les protéines de n'importe quel plat que tu commandes. Donc toujours ce déséquilibre extrêmement fort. Et moi, en tout cas, quand je suis en stage sportif, ce qui était le cas durant cette semaine, j'essaye de prévoir mes repas en amont, de tout planifier pour pas laisser ma gourmandise naturelle prendre le pas, parce que sinon... Et puis quand on fait du sport et qu'on a faim, on peut d'un seul coup se jeter de manière un peu pulsionnelle sur tout ce qui nous passe sous la main, quoi. C'est clair. Ouais. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, sur les États-Unis. On reviendra peut-être dessus. Moi, j'ai vécu aussi
là-bas. Et c'est vrai que les deux cohabitent de manière presque extrême, on va dire, dans le meilleur comme le pire, et parfois même le meilleur, peut-être aussi dans une forme d'extrémisme. Et c'est quelque chose que je voulais rappeler aussi par rapport à l'alimentation. Je pense que c'est très important de ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'orthorexie, c'est-à-dire l'obsession de l'alimentation saine. Oui. Pour rappeler à ça pour moi-même, pour les auditeurs. Alors moi, je ne suis pas là-dedans, mais je sais que certaines personnes pourraient l'être. Et l'orthorexie est presque une forme je crois, de pathologie. C'est-à-dire qu'on est tellement obsédé par son alimentation saine, etc., que ça devient névrotique, pathologique, j'en sais rien, la façon dont on peut le qualifier. Alors qu'il ne faut pas oublier que dans l'alimentation, il y a aussi du plaisir, il y a aussi de la joie, il y a aussi du partage. Du partage, je pense que c'est vraiment le mot. Si je souffre d'orthorexie et que tu m'invites chez toi, je vais refuser de manger ce que tu me proposes si tu ne me décris pas de A à Z d'où ça vient, où est-ce que ça a été acheté, qu'est-ce que cela contient. C'est vraiment ça, la manifestation de l'orthorexie, c'est que j'ai besoin d'avoir un contrôle total sur mon alimentation. Ce qui, du coup, limite le partage que je peux avoir avec les autres. Oui. L'autre point peut-être en préambule, pour vous dire, on va parler de comment était la nourriture pour nous quand on était enfant, et ça pourra aussi vous faire écho à votre façon de vous nourrir à vous quand vous étiez petit. On va parler aussi de nos prises de conscience par rapport à l'alimentation, des livres ou des ressources qui nous ont éclairés de nos influences, effectivement. On va parler de notre vision de l'alimentation aujourd'hui, de ce qui nous convient par rapport aussi à des pratiques sportives. On vous donnera aussi nos tips par rapport à des super aliments, et puis nos routines alimentaires, et puis ce qui a été peut-être compliqué aussi dans notre alimentation à certaines périodes de notre vie. Voilà. Parce que tout ça, c'est cyclique. Et peut-être rappeler aussi en introduction, je le disais dans un de mes ouvrages, mon premier ouvrage sur l'alimentation. Moi, je ne suis pas une experte, je ne suis pas nutritionniste ni diététicienne, mais c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et dans mon livre Happy Detox, je rappelais aussi en préambule que l'alimentation est vraiment une danse avec soi-même, avec son corps, avec son environnement, où est-ce que j'habite, comment je peux me nourrir avec ce qu'il y a autour de moi, en fonction aussi de son contexte global, et que ça évolue en fait dans la vie. Je peux me nourrir à certaines périodes de ma vie d'une certaine manière, et puis à d'autres moments, parce que j'ai des besoins différents, ça évolue. Une pratique sportive, une grossesse, que sais-je. Même pour les femmes au cours du cycle, même dans un mois, on peut avoir envie de s'alimenter de manière différente, ressentir aussi certaines carences. Et donc je pense que c'est toujours important d'écouter ça, tout en restant, je le rappelle encore, c'est important dans une voie du milieu, de ne pas tomber dans des dogmes avec l'alimentation, moi je trouve en tout cas. Ouais, je pense que c'est un très très bon rappel en démarrage de cette conversation. Et c'est un peu la démarche qu'on a eue ensemble quand on a essayé d'avoir ce thème de l'alimentation dans le podcast. C'est un chemin personnel au fond, de découvrir son alimentation, de la modifier, de la faire évoluer. Et on l'apprend pas comme ça à l'école, en tout cas. C'est ça, et puis je rappelle aussi toujours cette conscience, en tout cas pour moi, qui est importante, et que je me rappelle aussi à moi-même à certains moments, c'est que notre corps est une forme de maison, c'est notre maison, notre véhicule terrestre pour cette vie, c'est un temple sacré, donc j'aime aussi à rappeler ça. Et de la même manière que peut-être dans une voiture, alors la métaphore est pas très belle, ça nous viendrait pas à l'idée si on a une voiture qu'on aime bien, qui est même si elle est électrique, de mettre un carburant qui est mauvais et qui l'abîmerait. Parfois on se fait du mal en fait en mettant un carburant qui est mauvais à l'intérieur de notre corps et qui nous fait pas du bien. Et aussi de conscientiser ce rapport à l'alimentation avec tout un volet psy dont on va peut-être un peu moins parler aujourd'hui, mais notre alimentation, elle est quand même vraiment émotionnelle. Et c'est pour ça que dans ce premier partage, j'avais envie de t'entendre sur comment était ton alimentation enfant. Parce qu'il y a aussi toute une part de nourriture émotionnelle dans notre façon. Est-ce que tu as été par exemple allaité ? Est-ce que tu sais ce que tu as mangé petit ? Est-ce que tu te souviens si les repas en famille étaient pris en famille ? Comment ça se passait ? Est-ce que c'était dans le stress ? Est-ce que tu avais plaisir à être à table ? Voilà. On rentre dans le dur. Moi, j'ai été effectivement allaité. Comme tu sais, j'ai grandi avec une maman solo. Enfin, en tout cas, avec mon petit frère, on a
vécu avec notre maman, car mes parents sont séparés quand j'étais assez jeune, et ma mère avait une obsession, les légumes. Elle voulait qu'on mange des légumes tout le temps. Parce qu'elle était athlète ? Parce qu'elle a été effectivement athlète de haut niveau, elle était artiste de cirque pendant 10 ans et qu'elle s'est nourrie exclusivement, quasiment, de légumes vapeur durant ces 10 années de pratique sportive. Elle a arrêté cette carrière avant ma naissance, mais c'était super important pour elle que ses enfants aient le goût des légumes. Donc, ratatouille. Passion ratatouille. Ratatouille, ouais, c'est le film là. C'est le qui film. vient, ouais. Et qu'on mangeait souvent donc avec ma mère et mon frère dans la table de la cuisine. Donc on mangeait. Elle cuisinait elle-même ? Elle cuisinait elle-même. Ouais, elle cuisinait elle-même. On achetait les légumes, on les épluchait, on les mettait dans une grosse casserole, grosse marmite rouge. C'est longtemps que j'y avais pas pensé, tu vois, mais dans une petite cuisine. Et là, je réalise que le fait de manger là où on cuisinait était aussi important. Ça nous a donné une proximité avec l'aliment. Et puis alors, il y a eu un tournant qui a été à l'adolescence, vers 13 ou 14 ans. Ma mère en a eu marre de cuisiner, parce qu'elle le faisait seule depuis pas mal d'années. Ça revient tout le temps, quoi. Ça revient tout le temps. Ouais. Et elle nous a convoqués avec mon frère, elle a dit, à partir de maintenant, j'arrête de cuisiner. Ouais. Donc, j'ai regardé mon frère, j'ai vu qu'il allait pas se mobiliser, et donc c'est tombé en partie sur moi. Qui était l'aîné. Et j'ai commencé à faire moi-même. Enfin, qui est l'aîné d'ailleurs ? Je suis toujours l'aîné. On reste toujours. On reste toujours l'aîné. Et j'ai commencé à moi-même faire les ratatouilles. Et c'est vrai que ça m'a donné un amour assez fort des fruits et légumes. Oui, j'ai remarqué ça. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et à côté, j'avais beaucoup de temps avec ma grand-mère qui, elle, est égyptienne, qui est arrivée en France quand elle avait 40-45 ans. Et qui, elle, m'a fait découvrir un aliment qui s'appelle le tahini ou tahina. C'est de la crème de sésame. Ouais. J'ai découvert très récemment que c'était un aliment extrêmement calorique. Je crois que c'est 900 calories. C'est marrant de l'avoir découvert que récemment, quand même, alors que t'en as mangé toute ta vie. Ah oui, mais je viens pas du tout d'une famille qui compte les calories. Mais c'est plutôt bien, d'ailleurs. Ce qui est plutôt bien. Mais voilà, j'avais ces deux influences. D'un côté, les légumes, c'est important pour la santé, et de l'autre côté, l'alimentation très tournée sur le plaisir du côté de ma grand-mère, mais aussi très tournée vers le souvenir de l'Égypte. Donc une nostalgie un peu. Une nostalgie et une nourriture qui est vraiment une manière de se connecter à une certaine civilisation. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup t'entendre sur les crêpes. Ah oui, aussi. Et ce tahini, tiens, juste pour savoir, elle le mettait comment ? Un peu justement à toutes les sauces, comme ça, entre guillemets ? À toutes les sauces. Ouais, d'accord. À toutes les sauces. Chaque repas, il y en avait. Ouais, comme un condiment presque. Comme un condiment, mais comme du sel. Enfin, du tahini que tu mets avec des feuilles de vigne, avec du poulet, avec du riz, avec. Et d'ailleurs, après, quand j'ai eu une période de ma vie compliquée avec l'alimentation, je surconsommais du tahini. C'est-à-dire que je pouvais avoir des journées où je me faisais des bols entiers. À 14h, à 16h, à 18h, parce que je savais comment le préparer, mais j'ai pris beaucoup de poids. Oui, parce que là, on revient quand même aux calories, effectivement. Ça dépend de l'activité qu'on a aussi à côté, puis la fréquence. Mais j'ai eu pire que la prise de poids. J'ai eu aussi, durant le premier confinement, qui a été une période très très difficile pour moi, qui s'est soldée par une énorme crise d'anxiété, j'ai fait une boulimie de tahini, et je me suis retrouvé un jour à avoir ma langue qui a doublé de volume, et qui est devenue entièrement blanche. Comme une allergie, en fait. Comme une allergie, exactement. Et là, j'ai eu un peu peur. Tu n'en as pas remangé depuis ? Si, mais modérément, petite dose, très petite, toute petite dose. Mais tu vois, c'est intéressant parce que je trouve qu'on a tous et toutes, et ceux qui nous écoutent vont pouvoir aussi peut-être conscientiser ces aliments doudous un peu de notre enfance. C'est cette Madeleine de Proust, finalement, qu'on va chacun peut-être retrouver. Et toi, tu le disais bien, chez moi, moi, je suis d'origine bretonne, maman est bretonne, mon père a des origines bretonnes. J'ai pas été élevée en Bretagne, mais en revanche, mes grands-parents habitaient là-bas. Et j'allais passer beaucoup de vacances chez eux. Et mes grands-parents avaient ces habitudes de Bretons où tous les vendredis, on mangeait des galettes bretonnes. Et effectivement, ma grand-mère sortait la galetière. Et tous les vendredis, comme un cérémonial, alors je pense que ça correspondait aussi peut-être
chez les chrétiens au fait que le vendredi, normalement, il n'y a pas de viande. Et du coup, on faisait les crêpes le vendredi, et c'était les galettes de sarrasin, et puis ensuite les crêpes sucrées. Il y avait les deux, et ma grand-mère sortait cette galetière avec tout l'attirail. Donc c'était quand même déjà tout un système à mettre en place, parce qu'une galetière, c'est très lourd. Je crois que la plaque est en fonte. Donc il faut sortir une table spéciale, on met la galetière dessus, etc. Donc il y avait un côté rituel un peu cérémonial. Et c'était aussi, ça c'est pour l'anecdote, je te le disais hors antenne, c'était aussi le jour où mon grand-père fumait son seul cigarillo de la semaine. Et c'est marrant parce que finalement, ces rituels alimentaires, culturels qu'on peut avoir, moi c'était lié effectivement à la Bretagne. Il buvait aussi peut-être ce jour-là un peu de cidre et avec du lait Ribot, qui est un petit lait caillé qui, je pense, permettait peut-être de mieux digérer les galettes. Ça fait partie d'un écosystème qui finalement rentre dans notre imago, dans nos archétypes familiaux, et qui pose une empreinte dont on n'a même pas conscience, puisque ça a toujours été comme ça, mais qui ont une importance en fait fondamentale dans notre façon de nous nourrir. Puis c'est un moment de transmission, je suppose que quand tu étais autour de cette galetière, donc c'est donc une machine à faire des crêpes. C'est pas une machine, en fait c'est une plaque en fonte, une espèce de grande poêle mais plate. Comme on voit dans les restaurants de crêpes, de galettes, où tu vois, ils font ça sur cette grande plaque en fonte. D'accord. Et donc, on sortait ça, on l'allumait, c'était au gaz à l'époque, maintenant les plaques sont électriques, mais la plupart des plaques sont électriques. On sortait ça, et puis effectivement, elle faisait sa pâte à l'avance, qu'elle laissait reposer avec une recette bien particulière, qui est un peu une sorte de recette un peu secrète qu'on s'est transmise aussi dans la famille. Et elle faisait, ma grand-mère, je la vois très bien, faisait ses galettes, et elle en faisait d'avance sur tous les sucrés. Comme ça, on prenait ça au petit déjeuner ensuite toute la semaine. On prenait des crêpes sucrées, ce qui n'est pas forcément très diététique. D'ailleurs, on sait très bien aujourd'hui qu'en termes glucidiques, prendre du gluten le matin avec du sucre, alors après on peut le faire avec ou sans sucre, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, quoi. Surtout si on rajoute de la confiture ou du miel dessus. Mais ça fait partie des madeleines de Proust. Et donc cette recette, évidemment, je l'ai transmise à mes filles qui savent faire des crêpes et des galettes les yeux fermés, parce que ça fait partie quand même de mon inconscient, comme ça, de culturel et familial. Ouais. Génial. Ouais. Mais derrière ça, il y a tout le patrimoine culturel qu'on peut trouver autour de certains plats, qui, moi, me fascine. J'ai plein de bouquins chez moi sur l'histoire de la paella, ou l'histoire des crêpes, ou l'histoire de certaines de certains aliments, de certains desserts ou de certains plats qui en fait en disent beaucoup sur un groupe d'individus. Absolument, et puis qui en disent beaucoup aussi peut-être sur... ça, c'est le volet peut-être un peu plus sombre, mais on peut peut-être en parler, tu vois. Toi, tu l'as très bien dit avec le tahini, c'est vraiment comment, à un moment donné, d'un aliment doudou et un peu plaisir de l'enfance, on peut en faire une addiction. Et c'était dans les crêpes, il y avait du sucre, on les prenait aussi, comme je te disais, au petit déjeuner, où on rajoutait de la confiture, etc. Et comment ces aliments doudous qui correspondent finalement à des moments tellement agréables, réconfortants de l'enfance, de joie, peut-être avec les grands-parents, comme c'était le cas toi avec ta grand-mère, moi aussi avec la mienne, peuvent ensuite susciter des mauvaises habitudes, où finalement, moi je me souviens, elle me donnait toujours un petit bol de pâte à crêpes crue, parce que j'adorais ça, que je buvais comme ça à la tasse, ce qui est quand même pas très bon pour la santé. Je fais la même chose avec mes filles. Donc c'est intéressant, simplement, sans jugement, mais de conscientiser et de voir après certaines de nos addictions, par exemple au sucre ou à certaines choses, on disait au début qu'on est gourmands tous les deux, peuvent venir aussi de ces madeleines de Proust de nos enfances, évidemment. Ouais, il y avait un affrontement assez fort entre ma mère et ma grand-mère sur cette question de la crème de sésame. Qui était sa maman, qui n'était pas sa maman, non, qui était sa belle-mère. Hein. Qui était sa belle-mère, absolument. Ouais, c'est ça. Alors, peut-être... on peut passer à un autre volet. Alors, moi, j'ai pas dit, mais sinon, on avait une alimentation plutôt saine, parce que maman, comme la tienne, a toujours beaucoup cuisiné à la maison, midi et soir, les repas. Elle faisait les repas, donc c'était une époque où on n'allait pas au restaurant très peu. Et donc, elle cuisinait ce qu'il y avait comme légumes, une cuisine plutôt familiale, assez classique française, avec pas mal de crudités, de légumes, assez saine finalement par ailleurs. Elle t'a appris à cuisiner tôt ?
Je me souviens que j'étais vraiment beaucoup avec elle dans la cuisine. Je faisais de la pâtisserie aussi avec elle. Et puis en fait, c'est surtout en l'observant que j'ai appris à cuisiner. Et je me souviens que étudiante, quand j'ai dû me débrouiller toute seule, c'est venu en fait assez vite, sans me poser trop de questions. Mais j'ai pas un souvenir très précis d'apprentissage véritable. Quand je suis partie de la maison, elle m'a offert un truc que j'ai toujours. Elle m'a copié en fait son carnet de recettes, un peu en mode transmission, tu vois, de ses meilleures recettes, voilà, et que j'ai toujours et auquel je me réfère. Donc il y a quelque chose quand même qui se transmet certainement de mère à fille ou de mère à fils ou de père, évidemment. Hein, les hommes peuvent faire la cuisine, mais peut-être que dans nos générations, même si on n'est pas tout à fait de la même génération, les hommes peut-être cuisinaient moins que maintenant. Oui. Mais j'ai un flash en t'écoutant, en pensant à quelqu'un qu'on connaît tous les deux, Perla Servan-Schreiber. Et la cuisine marocaine. Voilà, qui a publié plusieurs livres de cuisine. Qui sont des références d'ailleurs pour moi, hein, ces livres de recettes. Hein. J'adore. Et qui est donc la fondatrice d'un magazine que... Psychologie Magazine, oui. Voilà, beaucoup de gens connaissent, Psychologie Magazine. Et qui m'avait bluffé par la manière dont elle développait son réseau professionnel, ses connexions, via des repas. Donc, moi, la première fois que j'ai rencontré Perla, c'était en étant invité chez elle pour un déjeuner. Et donc, tu te retrouves avec 10 personnes autour de la table et elle a cuisiné durant toute la matinée. Et c'est vraiment ça, un peu le secret de professionnel, le secret de carrière de Perla, c'est d'avoir compris que l'alimentation pouvait être un vecteur de lien. C'est-à-dire, au lieu de jouer les règles classiques, de proposer des cafés, d'aller au restaurant, de se retrouver dans tel restaurant qui est blindé de personnes, où il y a plein de bruit, etc. Non, je vais faire venir quelqu'un et je vais lui montrer une part de qui je suis en cuisinant pour cette personne alors qu'on ne se connaît pas. Ouais, c'est fabuleux. Hein. Et ça, je trouve ça... super touchant. Perla m'a invitée aussi plusieurs fois chez elle et j'y suis pas encore allée. Perla, pardon, mais c'est vrai, comme je vis pas à Paris, c'est aussi plus compliqué pour moi, mais je rêverais d'aller chez elle et d'honorer vraiment son invitation. Et je trouve que c'est fabuleux, ce rapport aussi du partage, et qu'ont beaucoup, je trouve, les pays du Maghreb et d'autres cultures, de se retrouver autour de la table. Les produits sont choisis souvent avec amour. Des bons produits, cuisinés avec amour, et tout ce qui est mis dans ce que je donne en fait pour l'autre à travers ce que je vais cuisiner pour lui. C'est beau, il y a quelque chose de magique, je trouve, là-dedans. Mais tu vois, notre conversation me fait prendre conscience que c'est ça que j'ai envie de garder de mon passé familial autour de la nourriture, autour de l'alimentation. J'ai envie de garder cette idée que on peut se retrouver autour d'une table avec des gens connus ou inconnus et connecter ensemble grâce à la nourriture. Oui, et ça, c'est quand même quelque chose qui culturellement nous distingue, par exemple, des Américains ou d'autres cultures anglo-saxonnes où les repas sont pris extrêmement vite, pas forcément ensemble. Est-ce que c'est un bien et c'est un mal? J'en sais rien. Nous, vu de notre culture, on va dire, on adore se retrouver autour d'une table pour tchatcher. Voilà, être dans ce moment de partage. Et du coup, dans ce cheminement sur l'alimentation, quand est-ce que toi, tu as eu des prises de conscience sur ton alimentation, avec des choses peut-être qui ont un peu changé? Je sais que dans ta vie, tu as aussi croisé des personnes qui ont eu des problèmes, qui ont souffert d'alimentation qui n'était pas forcément alignée, on va dire. Oui, ça c'était effectivement ma première prise de conscience, c'est qu'à l'adolescence et durant la période 20-25 ans, j'ai côtoyé dans le cadre amical, amoureux ou intime, selon les situations, des personnes qui souffraient de troubles alimentaires. Donc boulimie ou anorexie. Mais c'est un énorme choc. Toi, tu n'as jamais souffert de troubles alimentaires? Pas à ce stade. D'accord, oui. Pas au stade de vraiment me faire vomir, sauter des repas, me regarder tout le temps dans le miroir, compter mon poids en permanence, ou au contraire, avoir des fringales qui sont plus que des fringales, mais à ce stade, c'est des razzias alimentaires où tu as quelqu'un qui va
Remplir un caddie de bonbons dans un supermarché. Voilà, ou commander 2 menus au restaurant, ou aller dans un premier restaurant, puis aller dans un autre, et vraiment finir quasiment KO sur un lit. Et ça, quand on est juste à côté, encore une fois, c'était des personnes dont tu étais proche. J'étais très proche. Ouais. Quand on et est puis tu étais assez jeune en plus. Et j'étais jeune, ouais. Il y a une violence terrible. Et on se sent complètement impuissant. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, mais voilà, ça a été ma première prise de conscience que notre rapport à l'alimentation peut nous détruire, peut nous faire extrêmement mal. Et à l'époque, je crois que j'étais pas du tout armé en plus de certains outils que je connais aujourd'hui, outils thérapeutiques, outils corporels, pour faire face à ces situations. Mais ça m'a mis une sacrée douche froide. Et... Tu dis aussi que ta vie professionnelle, en fait, t'a entraîné vers une pente. Tu parlais du confinement tout à l'heure, où la nourriture, quand tu étais en stress, a été aussi un réconfort. Oui, effectivement. Donc, j'ai créé mon entreprise il y a 10 ans, et les premières années ont été très difficiles, et je me suis enfermé petit à petit dans une situation où je ne faisais plus de sport, je ne voyais quasiment plus mes amis, je n'avais pas de vie amoureuse, je ne voyageais pas. Je travaillais et je mangeais. Globalement, mes journées étaient composées de ces 2 activités. On revient sur Wall-E, cher ami. Exactement. Le film. Ouais, le film dont on a parlé dans l'épisode précédent, je crois. Ouais. Mais je trouve que ton terme d'aliment doudou est super bien trouvé, quoi. C'est vraiment ça. Tu travailles, tu te sens pas bien, t'es pas nourri par ton travail, il ne te plaît pas. Et ce qui te reste, c'est ton frigo. Et en plus, comme je travaillais de chez moi, parce que j'avais pas les moyens de me payer un bureau à l'époque, la distance entre ton poste de travail et le frigo est extrêmement fine. Et ça a duré quelques années. Et puis j'ai eu un déclic quand je me suis retrouvé en Grèce. Je suis parti avec des amis en Grèce, ou des nouveaux amis plutôt. Et je me souviens d'avoir fait la rencontre de quelqu'un qui est aujourd'hui un de mes meilleurs amis. Et on avait loué des petits scooters pour se déplacer. Et lui a dit non, mais moi je vais courir. Alors moi je me mets sur le scooter, je m'étais enfilé un énorme repas avant. Et lui court à côté de moi. Et je vois l'énergie qu'il a. Je me dis, mais je serais incapable de faire ça. Moi qui étais sportif quand j'étais adolescent, qui faisait du football en club, qui faisait de la gym, qui faisait des barres fixes, de la barre parallèle. Mais que je vois qu'aujourd'hui, je suis incapable de faire ça. Ouais, t'as un électrochoc à ce moment-là. Ouais, là, il y a une vraie grosse prise de conscience. Ouais. Et puis ensuite, la troisième prise de conscience qui est plus récente, elle s'articule autour de l'expression « Est-ce que je vis pour manger ou est-ce que je mange pour vivre ?» Et ça a tout changé pour moi. Si bien que pendant un moment, j'avais même écrit, tu vois, cette phrase sur mon mur, sur un petit papier, et je l'ai gardée pendant assez longtemps, parce que pour moi, elle permet de bien comprendre qu'à un moment, je peux faire la bascule et décider de manger pour vivre, et donc de me poser la question, quelle vie je veux, et comment une certaine alimentation peut m'aider à atteindre cette vie-là. Ça, pour moi, ça a été un vrai déclic. C'est la fameuse phrase d'Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Et c'est vrai que quand on expérimente une alimentation régénérante, vitalisante, etc., il y a vraiment un avant et un après. Moi, je l'ai expérimenté comme ça, vraiment dans mon corps. Ça n'a pas été ma première prise de conscience sur l'alimentation, mais en tout cas, ça a été une prise de conscience. Il y a eu vraiment un avant et un après. Après ma deuxième grossesse, en fait, j'allaitais encore ma deuxième fille, sachant que j'ai des enfants qui sont très rapprochés. Et donc, j'avais une première grossesse, puis une deuxième assez rapprochée avec des allaitements longs. Et j'ai eu une mononucléose. Et la mononucléose, c'est vraiment une maladie du système immunitaire qui entraîne une très très grande fatigue. Et j'allaitais encore mon enfant. Et je me suis retrouvée en sous-poids, extrêmement fatiguée, mais avec vraiment des difficultés
pas marcher, mais j'étais vraiment l'ombre de moi-même. Je perdais du poids et j'avais quand même 2 bébés à la maison, etc. Et à un moment donné, mon entourage a commencé à avoir peur. Je revois le regard de ma mère en disant là, ça devient un peu grave. Et pourtant, j'avais l'impression de manger correctement, etc. Je suis allée voir à cette époque une naturopathe extrêmement chevronnée à Paris, qui m'a complètement remise sur pied, mais avec la nourriture, de manière spectaculaire, en me proposant de me nourrir, notamment avec des super aliments qui sont devenus mes amis. Je pense que c'est aussi pour ça, après, que j'ai écrit mon livre Happy Détox sur le sujet, qui n'était pas l'idée d'une détox au sens où on l'entend, et c'est pour ça que je l'ai appelé Happy Détox. Pour moi, la détox, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une alimentation saine et joyeuse. C'était ça l'idée. C'est ça qu'elle m'a proposé à ce moment-là. Donc la première chose, c'est qu'elle m'a fait éliminer tout ce qui était vraiment délétère pour ma santé à ce moment-là et qui pouvait aggraver ma situation. Et inversement, elle a mis des aliments super vitalisants pour moi. Alors c'était des graines germées, du jus d'herbe de blé, on en parlera peut-être après, j'avance un peu, mais c'était du pollen frais, des huiles de très bonne qualité, des oléagineux. Et en quelques semaines, je me suis complètement reconstituée et j'ai retrouvé, comme toi avec le truc du scooter, il y a eu un moment, en fait, il y a eu une bascule et j'ai eu un électrochoc en me disant, mais je ne pensais pas que... Et pourtant, j'avais l'impression d'assez bien manger déjà à cette époque-là, mais que ça pouvait être aussi flagrant sur mon énergie, ma mémoire, ma vitalité, ma joie aussi. De retrouver tout ça, quoi. Et qu'est-ce que tu as enlevé ? Alors j'ai enlevé à l'époque pas mal les laitages. Et je cherche pas à les diaboliser parce que en plus moi j'aime bien le fromage et je pense que tout ça en quantité modérée c'est aussi du plaisir et quand on choisit bien, voilà. J'ai enlevé une grosse partie du gluten à ce moment-là. Et je sais que le gluten, je suis pas du tout, j'ai pas la maladie cœliaque, je suis pas intolérante au gluten, mais ça me convient moyennement bien. Surtout les gluten qui sont pas les blés qui sont pas de qualité. Mais par exemple, si je prends du petit épeautre de très bonne qualité bio ou des blés anciens, ça me va tout à fait. Mais si je prends des glucides ou des pâtes blanches, choses comme ça me convient pas. Donc elle m'a fait enlever tout ça et puis réintroduire aussi des bonnes graisses. Parce que les graisses ont été vraiment diabolisées en disant, et on a mis tout un peu dans le même panier. Oui. Et on a enlevé en fait tout le gras, alors que le bon gras est absolument essentiel pour nourrir aussi nos cellules et pour la santé. Complètement. Donc de bonnes huiles, bio, pressées à froid, voilà. Puis varier les huiles, bio, olive, colza, ça peut être du sésame. Moi, j'aime beaucoup acheter des huiles multi-huiles aussi en magasin bio où il y a 3-4 huiles dedans. Et puis minimum, peut-être 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, quoi. Tu as raison de rappeler que c'est l'excès qui crée souvent le problème. Moi, je me souviendrai toujours de ma première séance d'acupuncture avec quelqu'un que tu as reçu sur Métamorphose qui s'appelle Nadia Wolf. Oui, la docteure Nadia Wolf. Docteur Nadia Wolf, qui a un puits de sagesse, qui a 75, 80 ans. Elle a plus d'âge, Nadia, mais elle continue d'exercer encore tous les jours. C'était suite à mon second burn-out, qui s'est déclenché lors d'une randonnée en Corse, qui s'appelle le GR20. Mes 2 genoux se bloquent. Je dois être rapatrié. Je vais à l'hôpital faire des examens. Ils me disent, on ne comprend pas, vous n'avez rien. Sachant que je suis en béquille et que je peux vraiment plus marcher. Et je me traîne jusqu'à Paris. Et je cherche désespérément une réponse. Quelqu'un me parle de Nadia. Je vais voir Nadia, sans rien connaître à l'acupuncture. Elle me regarde et puis elle me dit, tu manges beaucoup trop de fromage. Et à l'époque, j'ai une addiction à la feta. Mais je peux prendre un bloc entier par jour avec du citron, l'huile d'olive. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, comment vous savez? Bon, j'ai pas la réponse de comment elle sait. Et j'ai arrêté ça. J'ai enlevé cette addiction trop toxique. Et en quelques jours, j'ai retrouvé l'usage des jambes. Donc c'est... Ouais, parfois c'est bluffant. Parfois, effectivement, tu reviens toujours à l'ingrédient et ton médicament. Exactement. Sans en faire, on a dit, attention, une religion. Oui. Voilà, parce qu'on peut aussi tomber là-dedans, dans une idée aussi parfois de performance. Et ça peut être bien.
Quand on a effectivement des pratiques sportives, ce qui est ton cas, ce qui est notre cas tous les deux, hein, on a fait, alors peut-être toi plus aujourd'hui que moi, mais c'est vrai que quand j'ai préparé des grandes courses à pied, marathons, des triathlons, etc., on est quand même obligé à ce moment-là de faire vraiment attention à l'alimentation. Non pas pour être forcément dans une performance optimale, sauf si on veut faire vraiment des chronos et des perfs, mais pour se sentir bien au moment de l'expérience. Oui. C'est simplement ça. Ton corps te fait payer ton alimentation toxique. Quand tu fais du sport. Moi, ça a été un des très forts éléments de prise de conscience quand j'ai commencé à avoir une pratique sportive régulière. Les jours d'entraînement où j'avais mangé trop de sucre la veille, trop de glucides, où j'avais trop mangé tout simplement. Voire même un peu d'alcool parfois. Ou un peu d'alcool, oui, c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à arrêter complètement l'alcool. Et bah automatiquement, tu te sens pas bien. C'est-à-dire que tu as commencé ton entraînement et 10 minutes après, 15 minutes après, tu le payes. T'en peux plus, tu le payes. Ouais. Et donc c'est un rappel incroyable. C'est super motivant pour continuer de rééquilibrer certaines choses. C'est vrai. C'est vraiment important de le rappeler. Il y a la pratique sportive dans les prises de conscience, mais on peut peut-être aussi parler des prises de conscience qui viennent de la situation de santé de certains proches. Toi, je sais que ton père a souffert d'un cancer. Oui. Est-ce que tu veux en dire 2 mots ? C'est vrai que j'apprends une vingtaine d'années que mon père a un cancer de la prostate. Et donc, forcément, quand on reçoit cette information, il a une 60aine d'années, ce qui est assez jeune, finalement. Alors, on sait que chez les hommes, les cancers de la prostate peuvent évoluer très doucement, etc. Mais enfin, quand même, c'est un cancer. Il est déjà assez important à ce moment-là. Et moi, j'ai déjà vécu cette expérience de régénération avec mon corps dont j'ai parlé précédemment, avec la mononucléose à ce moment-là. Donc je sais combien, quand on est malade et quand on a une maladie comme un cancer, d'ailleurs David Servan-Schreiber le rappelait beaucoup, que le sucre on parlait des aliments doudous avec le sucre quand on était enfant, mais David Servan-Schreiber disait vraiment que le sucre fait vraiment le lit de la maladie, et notamment du cancer, il se nourrit aussi de ces cellules-là. Donc quand on prive les cellules cancéreuses d'une alimentation sucrée, déjà on donne des meilleures chances que le corps puisse être armé. Ça n'empêche pas d'avoir après tout un arsenal thérapeutique que chacun va choisir, mais quand mon terrain du corps n'est pas inflammatoire, quand je suis en bonne santé, quand mes organes fonctionnent bien les uns avec les autres, quand mon système endocrinien est... Voilà, quand il n'y a pas de blocage au niveau du foie et que tout ça est à peu près en ordre, quand je remets ce terrain en ordre de marche, c'est sûr que l'organisme va avoir beaucoup plus de force pour pouvoir lutter contre des éléments pathogènes X ou Y, que ce soit des virus ou d'autres types de maladies. Et donc, quand papa a eu ce cancer, mon premier réflexe a été vraiment de lui donner des conseils importants au niveau de l'alimentation. Et il est allé faire une diète pendant 3 semaines à l'étranger où il s'est alimenté de manière extrêmement saine pendant 3 semaines pour remettre son terrain en ordre. Et ensuite, il a eu des traitements. Mais je pense que son corps était en pleine forme pour pouvoir déjà vivre ces traitements, bien les supporter et puis se battre en fait contre la maladie. Donc aujourd'hui, il a bientôt 80 ans. Il joue encore au tennis en compétition, chez les seniors évidemment, en double, en simple, et il se porte comme un charme. Alors, est-ce que c'est lié à ça ou pas ? On n'en sait rien. Peut-être qu'il a une bonne santé, un bon terrain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais négliger cette part d'accompagnement de la maladie via l'alimentation, en complément de traitements conventionnels qui seront choisis évidemment avec le médecin. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui nous écoute et qui a dans son entourage un proche qui ne va pas bien ? Des conseils à lui donner pour aborder le sujet de l'alimentation de la bonne manière, avec la bonne posture, de sorte à créer un climat d'échange, de partage. Je pose la question parce que
j'ai le problème, personnellement. Et je connais beaucoup de personnes autour de moi qui ont ce problème de se retrouver en situation de conflit, de clivage, à ne pas réussir à amener ce sujet de l'alimentation de la bonne manière à des proches. C'est sûr que ça peut être aussi assez vite culpabilisant. Moi, j'ai un de mes amis proches qui a un cancer. C'est vrai que de dire à quelqu'un t'es pas bien, t'as un cancer, ce serait bien que tu t'alimentes bien et que tu fasses attention. Ça peut être aussi culpabilisant si les personnes sont pas déjà dans une démarche un peu de réfléchir à ça et holistique. Puis ça peut être un peu aussi la double peine à ce moment-là, parce que c'est, comme on l'a dit, c'est un réconfort aussi, l'alimentation. Donc c'est pas toujours facile en fait d'un seul coup du jour au lendemain peut-être d'avoir une alimentation extrêmement saine. Je pense que l'accompagnement est très important, de trouver soit le bon nutritionniste qui va pouvoir accompagner la maladie, de faire un bilan complet autour de est-ce que j'ai des carences et puis bien choisir comment on va pouvoir soutenir cette maladie avec soit quel type de complément, quel type d'alimentation. Il n'y a pas de recette toute faite, ça va dépendre du type de la maladie. Est-ce que c'est une maladie auto-immune? Est-ce que c'est un cancer? Je sais que j'ai fait aussi des émissions avec le docteur Charrier sur l'alimentation anti-cancer. Il a écrit un livre aussi sur le sujet. Donc ça, c'est assez intéressant. Je parlais de David Servan-Schreiber tout à l'heure, qui est toujours une excellente ressource sur ces sujets-là. Et puis, il y en a eu plein depuis, autour de comment accompagner un cancer avec l'alimentation, pour renforcer, supporter aussi les traitements. J'ai publié aussi le livre de la docteure Bérangère Arnal autour du cancer. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un cancer du sein pour avoir des compléments, peut-être de la phyto, des plantes autour de ça. Il y a pas mal de ressources aujourd'hui. Ensuite, moi, dans mes influences sur la santé, pour donner aussi d'autres ressources, j'ai eu 3 influences importantes à une époque, qui maintenant seraient certainement pour certains à remettre au goût du jour, parce que c'était des choses qui dataient un peu, notamment de la docteure Catherine Kousmine, qui vivait en Suisse, et qui, une des premières, a parlé d'une alimentation qui peut être inflammatoire ou au contraire anti-inflammatoire. Et moi, c'est vrai que quand j'ai découvert ces livres, il y a peut-être une vingtaine d'années, ça a été comme ouvrir la boîte de Pandore. C'est-à-dire que j'ai découvert comment on pouvait se régénérer, se sentir mieux grâce à l'alimentation. Alors, elle parle de certaines pathologies. Il y a des choses qu'elle ne savait pas dans la recherche actuelle. On est beaucoup plus avancé aujourd'hui. Mais quand même, c'était des bases extrêmement importante. Et celle qui a aussi bien vulgarisé les livres du docteur Kousmine, c'était Marion Kaplan. Donc j'ai beaucoup décortiqué les livres de Marion Kaplan. À l'époque, j'ai eu l'occasion de publier aussi un de ses livres. J'ai eu la joie chez Erol sur l'alimentation, sur J'arrête le gluten, l'alimentation sans gluten. Et ma 3e influence, je peux dire, ça a été aussi France Guillain. Parce que France Guillain, donc, qui a plus de 80 ans aujourd'hui, qui est une amie que j'aime énormément, qui a été cette grande navigatrice qui a fait le tour du monde, je crois, 2 ou 3 fois avec 5 enfants à bord, des petits. Parfois, elle était seule avec 5 enfants. Qui a été élevée à Tahiti, puis qui ensuite est arrivée en France, qui a écrit beaucoup de livres sur l'alimentation saine, et notamment sur le miam aux fruits, qui est ce petit déjeuner très régénérant, qui va bien pour les sportifs, etc., qui est devenu, moi, ma base dans mon alimentation pendant des années. Je le fais un peu moins maintenant. On veut la recette. On veut la recette. Alors, le miam aux fruits, allez, je la donne rapidement. On a fait des émissions aussi avec France là-dessus. Donc une demi-banane écrasée avec un demi-jus de citron. Je crois que c'est 2 cuillères à café ou 2 cuillères à soupe, je ne sais plus, de jus de citron. Ensuite, on va broyer des graines au mixeur de grains à café, des oléagineux. Donc ça va être amandes, graines de courge, ça peut être des graines de lin. Bon, ça s'oxyde assez vite, donc si on fait des graines de lin, il faut vraiment les faire au dernier moment. Les autres, sinon, on peut les faire un peu en avance puis les garder au frigo. Ça peut être aussi des graines de sésame. Voilà, on va mélanger plusieurs oléagineux comme ça, graines. Et puis ensuite, on va rajouter 3 fruits frais. S'ils sont bio, évidemment, il faut qu'ils soient bio, ce serait idéal. Si c'est de la pomme, par exemple, on ne l'épluche pas. On garde aussi la peau. Et qu'ils ne soient pas des agrumes. Ou des fruits acidifiants, c'est-à-dire on ne met pas de melon. Voilà. Et on fait avec des fruits de saison. Donc, traditionnellement, moi, le miam aux fruits, comme petit déjeuner en hiver, c'est pommes, poires, kiwi. Grosso modo. Après, les kiwis, s'ils viennent de loin, on fait un peu attention, pas forcément tout le temps.
mais ça apporte quand même pas mal de vitamine C. Et puis l'été, là c'est génial, on a tous les fruits d'été, hein, donc on rajoute des framboises, des fraises, de la pêche. Là, on se prive pas, quoi. Le bonheur, quoi. Bien qu'avec le manque d'eau et le réchauffement climatique, hélas, sont des fruits qu'on va de moins en moins trouver. Je pense aux pêches, par exemple, aux brugnons. On a peut-être des souvenirs d'enfance où c'était délicieux, et plus ça va, moins on trouve ces fruits délicieux, les abricots, etc. Je regarde beaucoup là-dessus les entreprises qui tentent d'innover pour nous permettre de garder l'accès à certains fruits et légumes malgré le réchauffement climatique. Il y a une entreprise assez incroyable qui s'appelle Farm Cube qui propose de l'élevage. Ça fait très rayon vert quand tu dis ça. Tu sais, ce film où ils mangeaient, c'était horrible. C'est l'alimentation du futur, Farm Cube. Alors que c'est quelque chose de positif que tu vas nous dire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un côté un peu science-fiction. Ouais. Mais en tout cas, c'est des fermes verticales où ils sont capables de faire pousser des fruits et légumes en utilisant beaucoup moins de lumière et d'eau que de manière traditionnelle. Et surtout, ils essayent de développer des fruits et légumes qui sont résistants aux nouvelles conditions climatiques, à une température plus élevée, etc. Et ils se concentrent en ce moment, je crois savoir, sur les fraises. Sans être OGM. Sans être OGM, absolument. Farm Cube. Je me suis passionné là depuis 6 mois pour plein d'entreprises de cette nouvelle vague, qui sont d'ailleurs souvent créées par des descendants de familles d'agriculteurs. C'est ce qui est à noter. Des personnes qui avaient les mains dans la terre. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle d'inspiration et de ferme, évidemment, j'ai pas cité, et puis j'aimerais bien t'entendre sur tes livres, un peu tes influences aussi, hein, au niveau alimentation, mais les travaux de Charles Hervé Gruyé et Perrine, Hervé Gruyé en permaculture à la ferme du Bec et Loin, sont aussi, avec leurs livres, évidemment, qui les ont accompagnés, ont eu aussi une grande influence sur ma façon de voir les choses. J'avais publié aussi un livre sur les locavores de Anne-Sophie Novelle, il y a plus d'une dizaine d'années, peut-être 12 ou 13 ans, où on était complètement pionniers sur le sujet. C'était un des premiers livres en France sur les locavores. Je me souviens, j'avais été invitée sur un plateau de télé pour en parler. Les gens s'étaient moqués de moi en disant « c'est quoi ce mot ? Locavore, manger local ». Aujourd'hui, ça paraît tellement évident, on en parle tellement que c'est devenu grand public. Et essentiel. Essentiel. Je sens que c'est essentiel. Alors après, moi, je me méfie aussi du faux local, c'est-à-dire du bon petit paysan local, faut acheter local, mais en fait, où c'est bourré de pesticides. Ouais, mais il faut toujours essayer de trouver le local, mais qui a du sens, parce que sinon... Mais c'est pour ça qu'une autre entreprise sur laquelle je suis tombé dans mes recherches, que je trouve très intéressante, s'appelle MyFood, MYFOOD. Si je dis pas de bêtises, donc eux, ce sont à la base des agriculteurs alsaciens. Désolé si vous m'écoutez et que je me suis trompé sur votre origine, mais je crois que ceux qui viennent d'Alsace. Et le concept, ce sont des serres évolutives que tu peux avoir de différentes tailles. La taille la plus petite peut être mise sur un balcon parisien. Sinon, tu as des serres un peu plus grandes pour les personnes qui ont la chance de vivre dans une maison avec jardin. Et on peut aussi imaginer que cette serre est mise sur un toit. Et tu vas pouvoir faire pousser tes fruits et légumes jusqu'à 400 kg de fruits et légumes par an, sans OGM, sans pesticides. Et la serre est dotée de plein de capteurs qui permettent de moduler l'approvisionnement en eau, le taux d'humidité, d'ouvrir le toit ou de refermer le toit, etc., selon ce qui doit être fait. Ça fait très biosphère 2 aux États-Unis, là, cette expérimentation de l'écosystème. Donc là, ils l'ont refait en petit, en fait, pour l'alimentation. Ils l'ont fait en petit, je l'ai vu, je l'ai découvert dans un éco-lodge en Auvergne. J'ai vu, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et il s'engage sur le fait que tu consommes 90% de moins d'eau qu'un potager traditionnel. Bon, je suis pas du tout allé vérifier, mais en tout cas, j'en parle parce que je trouve que c'est une initiative très intéressante pour relocaliser sans perdre en qualité sur les produits.
Oui, c'est extraordinaire, hein. Tout comme on parlait des expérimentations faites au Bec et Loin, qui proposent aussi d'ailleurs des formations, donc tout à chacun. Après, c'est vrai faire pousser ses propres légumes, faire son compost, il y a de plus en plus de personnes qui s'y mettent. C'est aussi un véritable engagement. C'est vrai que la ferme du Bec et Loin, c'est énormément de travail. Bon, eux, c'est une expérimentation avec l'INRA, vraiment à une échelle plus importante pour ensuite avoir des publications aussi scientifiques sur la permaculture, mais on peut le faire à beaucoup plus petite échelle dans son jardin. Ça demande de l'engagement, de l'investissement, mais c'est une vraie réflexion de dire comment j'apprends aussi à me nourrir à une époque où en fait tout nous arrive un peu tout cuit dans le bec. Enfin, ça a été aussi le grand combat de Pierre Rabhi, évidemment, sur l'agroécologie et tous ces sujets-là. Mais il faut être très optimiste. Il faut être optimiste, et puis je trouve qu'il y a une joie. En tout cas, moi, il y a eu une forme presque de jouissance avec le compost. Quand j'ai découvert, à l'époque, j'habitais en région parisienne, et j'avais un lombricompost avec des vers composteurs. Et quand je voyais, évidemment que maintenant, j'ai toujours fait mon compost, mais quand je vois aujourd'hui ce qu'un petit lombricompost qu'on achète, il y a les petits vers qui arrivent par la poste, arrivent à composter, et ce que ça donne comme engrais pour la terre, des litres et des litres de jus d'engrais comme ça, c'est absolument fabuleux de dire comment c'est un non-sens de mettre ça à la poubelle, les épluchures. Oui. Il faut vraiment que tout reparte à la terre et que cet écosystème se nourrisse, quoi. Mais c'est là que j'ai envie de lancer un mini appel citoyen. Si comme moi vous habitez dans un immeuble parisien, en tout cas moi j'habite dans un immeuble parisien, mais un immeuble où qu'il soit, prenons juste 2 minutes pour notre imaginaire individuel et collectif pour se dire à quoi ressemblerait l'immeuble réinventé. À quoi ressemblerait un immeuble où il y aurait un compost collectif commun. À quoi ressemblerait un immeuble où il y aurait une serre évolutive, un potager. En fait, je pourrais continuer en parlant des ressources partagées, mais là on s'éloignerait de l'alimentation, mais en parlant du fait qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir dans chaque appartement un lave-vaisselle ou un lave-linge et qu'on pourrait mutualiser plein de ressources. Mais en tout cas, je crois l'alimentation fait vraiment partie des sujets où si on agit collectivement, on peut faire des transformations majeures. Absolument. C'est génial, il y a tellement d'initiatives à ce niveau-là. Il faut continuer à les mettre en avant, à les chercher, à les pousser, à mettre de la lumière dessus. Et ça, c'est vraiment, je trouve, assez extraordinaire. Alors, peut-être, on s'approche de la fin de cette émission, mais comme d'habitude, on aurait tellement à dire sur ce sujet de l'alimentation, Alexandre. Peut-être nous partager tes meilleures routines alimentaires aujourd'hui finalement, parce que là on a dit voilà comment on a été fait de tout ça, quelles ont été nos inspirations, peut-être 1 ou 2 livres que tu as envie de nous citer sur l'alimentation avant ça. Alors, en essayant d'être le plus concis, je regarde beaucoup le thème de la médecine 3.0 aux États-Unis, qui consiste à dire on est passé d'une médecine 1.0 qui était une médecine très mystique où on soignait sans savoir vraiment pourquoi on soignait, à une médecine avec de la science, à maintenant une médecine qui peut s'appuyer sur la donnée qu'on a sur les problèmes de santé. Dans les pays occidentaux, les causes majeures de décès, on les connaît très bien, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires. Il est prouvé aujourd'hui que l'alimentation peut jouer un rôle incroyable dans la réduction des risques de décès de par ces maladies. Notamment les maladies cardiovasculaires. Tout à fait. L'alimentation associée à la pratique sportive d'ailleurs. Et ici, ce qui est je trouve complètement fantastique, c'est de regarder comment en enlevant l'alcool, en réduisant fortement, en réduisant la viande, en réduisant les sucres, en réduisant les produits transformés, en revenant à une alimentation végétale vivante, on peut avoir une qualité de vie tout au long de sa vie qui est beaucoup plus forte. Et c'est ça vraiment le sujet de la médecine 3.0, c'est pas de vivre plus longtemps, c'est de vivre en très bonne santé jusqu'au dernier jour. En bonne santé et puis heureux.
et heureux. Parce que c'est vrai qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est fou l'impact que l'alimentation peut avoir sur le psychisme et sur forcément l'énergie, le dynamisme, etc. On peut vite, avec une alimentation qui nous convient mal ou pas, se sentir aussi plus englué dans son quotidien. Moi, je le vois, si je mange un repas qui est trop lourd, on peut avoir, c'est les pics de glucose aussi, on peut avoir un pic de glycémie, ensuite ça retombe, on fait le yo-yo. Et donc, il y a des impacts sur la fatigue, sur notre morale, sur l'énergie, on se sent pas bien. Du coup, on peut rentrer dans des relations, on se dispute avec les autres. Mais en fait, tout ça, ça peut venir aussi d'une alimentation qui n'est pas appropriée, sans aller dans les extrêmes, toujours pareil. Mais c'est pour ça que l'histoire que tu as partagée sur ton père qui s'est remis au tennis, elle est fantastique. Et moi, j'ai une histoire similaire qui est les 10 dernières années de vie de ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée aujourd'hui, elle est décédée à l'âge de 99 ans. Quelques années avant son décès, elle a dû être hospitalisée pour d'une longue durée. J'ai plus les chiffres en tête, mais ça a duré entre 1 an et 2 ans de mémoire. Et on l'a vu dépérir durant cette hospitalisation. Quand elle est enfin sortie de l'hôpital, il y a eu une résurrection. Elle est retournée habiter chez elle. Elle a retrouvé son alimentation. Alors certes, il y a d'autres éléments qui ont changé. Notamment, elle était plus entourée que quand elle était à l'hôpital, même si on venait la voir dans sa chambre. Mais je suis certain que retrouver sa crème de sésame, retrouver son tahini et retrouver les aliments qui lui font du bien à elle a tout changé et lui a permis de vivre ces dernières années avec beaucoup de joie. Et donc pour te répondre sur les influences, c'est vrai que moi, il y a 2 choses. L'alimentation ayurvédique m'a permis de comprendre mon profil. Et je recommande là-dessus le livre de Sophie Benabi, Benabi, qui s'appelle Le grand livre de l'alimentation ayurvédique, je crois. Et 2, le documentaire Game Changer sur Netflix, qui est un documentaire qui parle de l'alimentation végétale, sans parler à aucun moment des avantages énormes que ça a pour la planète, sans parler 1 minute du bien-être animal. C'est un sujet qui, moi, me touche personnellement. Mais il ne parle pas de ça dans le documentaire. Il parle uniquement des bienfaits de l'alimentation végétale pour les performances sportives, pour prévenir certaines maladies ou guérir certaines maladies, et pour les hommes, des bienfaits pour les performances sexuelles. Et il ne parle que de ça pendant 1h30. Et ce documentaire a eu une influence majeure sur moi, puisque c'est suite à son visionnage que j'ai décidé d'avoir des performances sexuelles. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que ça peut être une bonne alternative dans une médecine où on va te filer un médicament pour provoquer finalement des érections entre guillemets peut-être artificielles. Et si l'alimentation pouvait jouer un rôle. C'est clair. L'alimentation joue un rôle. Aucun doute là-dessus. Ouais, c'est sûr. Pourquoi on parlait de ça? Parce que ah oui, alors moi sur l'Ayurveda, tiens, j'avais envie de rebondir parce que j'ai eu l'occasion de faire un séjour en Inde dans le Kerala où j'ai testé pendant 1 semaine dans un centre ayurvédique une alimentation avec une analyse extrêmement poussée sur mes doshas aussi au départ, où il y a un médecin allopathique qui est formé évidemment à la médecine ayurvédique aussi en plus, donc qui est une des plus vieilles médecines avec la médecine traditionnelle chinoise au monde. Donc ils ont quand même peut-être 5 ou 6 000 ans de recul sur cette médecine-là, ce qui est quand même énorme, avec une anamnèse très approfondie de mon cas, en répondant à des questionnaires écrits plus des entretiens. Et ensuite, d'avoir une alimentation qui correspondait à ça, c'était une expérience fabuleuse. Et j'avais reçu aussi dans ce podcast, pour donner des ressources, Samuel Ganès, qui a écrit, je crois que c'est chez Erol, un livre sur mon coach Ayurveda, quelque chose comme ça, pour trouver ses doshas et l'alimentation par dosha, un podcast vraiment qui était super. Également avec une médecin qui s'appelle la docteure Nathalie Guita-Babourage, qui a écrit un livre sur la détox colorée avec des principes de l'Ayurveda aussi, qui elle est d'origine française et indienne. Elle a fait des études de médecine en France, qui est venue partager aussi dans cette émission. Alors peut-être qu'on pourrait dire, c'est vrai que la médecine ayurvédique, elle est surtout bien pour les Indiens. Je pense que là, revenons aussi peut-être à des choses locales. Nous, traditionnellement, on avait quand même en Europe la médecine par les plantes, qui étaient des plantes aussi locales. Et tu as fait d'ailleurs, on peut parler du livre que tu viens de publier sur la phytothérapie.
Oui. Même si on est plus ici dans le soin par les plantes que dans l'alimentation par les plantes, oui. On est proche. Alors, il parle beaucoup d'alimentation, le docteur Charrier, quand même. C'est vrai qu'on a fait, à la demande de nos éditeurs, les séries avec le docteur Charrier sur Ma santé au naturel, a donné lieu, mais vous le savez si vous nous écoutez régulièrement, à un livre qui s'appelle Mes remèdes phyto, où on peut retrouver tous les bons remèdes du docteur Charrier, toutes les bonnes plantes, mais aussi les bonnes pratiques au niveau alimentation. Vraiment un livre que je recommande pour avoir vu des résultats spectaculaires chez certains proches. Ah, merci. En tout cas, c'est sûr qu'une fois qu'on découvre toutes ces ressources, il ne faut pas perdre, à mon sens, la notion de chemin individuel. Depuis 4 ans, si je reprends moi ce qui s'est passé dans mon cas, il y a 4 ans, je découvre la médecine 3.0, l'alimentation Ayurveda, ces documentaires qui me font me questionner sur ma consommation de viande, ma consommation d'alcool. Et en fait, petit à petit, il y a eu une infinité d'itérations pour m'amener là où je suis aujourd'hui en termes d'alimentation, qui, comme tu l'as dit au tout début de l'épisode, c'est pas une alimentation que je recommande à tout le monde. C'est ce qui fonctionne pour moi aujourd'hui en 2023. Mais c'est vraiment comme ça, en tout cas, que j'essaye de concevoir les choses. Je veux pas suivre un régime à la lettre. Quand je vois, par exemple, des packs de menus pour un mois entier sur Internet, je trouve ça potentiellement dangereux. De plaquer ça et d'aller au supermarché et d'acheter exactement tous ces menus à la virgule près. Je préfère plutôt me prendre différentes influences et faire ensuite quelque chose qui me colle pour moi. C'est le Kaizen, c'est la théorie des petits pas. Je pense que changer drastiquement, on l'a vu, l'alimentation est vraiment souvent une alimentation aussi émotionnelle qui prend son terreau. C'est pour ça qu'on a passé aussi du temps à parler de nos enfances, à quel point en fait elle a aussi de l'impact dans notre psyché, dans nos comportements pulsionnels, etc. Et donc vouloir changer radicalement du jour au lendemain, souvent n'est pas possible. On va le faire pendant 1 mois, 1 semaine, et puis après on va revenir, entre guillemets, à des mauvaises habitudes. Alors que si on introduit déjà des meilleures choses au quotidien, des super aliments, des choses qui vont me faire du bien, on peut aussi avoir un effet d'entraînement où après on va avoir envie petit à petit de se passer de choses qui sont moins bonnes pour l'organisme. Et peut-être que là, si on voit qu'on a des difficultés, ça peut être aussi un stage qui peut nous mettre le pied à l'étrier. Là, je parlais de l'Ayurveda. Moi, c'est pas la peine de partir en Inde. Moi, je l'ai pas fait pour ce stage. C'est parce que je voyageais pendant 1 mois et demi en Inde que pendant 1 semaine, je me suis pris ce temps pour tester la médecine ayurvédique. Mais de la même façon que je vais régulièrement en Allemagne, à Boehringer, dans la clinique du jeûne, non pas forcément pour faire que du jeûne, mais aussi faire des périodes de détox. Donc je sens que j'ai besoin de faire un sort de reset. Et c'est des temps. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on se met un peu hors du temps, comme ça, dans des centres, alors il faut que ce soit bien fait, bien accompagné. L'idée, c'est pas de se lancer dans des trucs dangereux tout seul. Et il y a des abus, donc on peut aussi le dire. Mais quand c'est bien encadré, dans des pratiques alimentaires, je pense que c'est aussi une façon de réfléchir. Quand j'ai fait un jeûne long de 7 jours... il y a quelques années, je me suis aperçue que j'avais pu me nourrir d'autres choses. J'avais pu me nourrir de beauté, j'avais pu me nourrir de pratiques corporelles, de la marche, de la respiration. Et ça nous donne aussi des indications assez intéressantes sur je mange pour vivre ou je vis pour manger. De quoi je me nourris, en fait, dans ma vie. Et on se nourrit de rencontres via ce genre d'expérience que tu mentionnes, via les stages et les séminaires. Aussi, on s'entoure de personnes qui réfléchissent aussi à leur alimentation. Et ça, c'est extrêmement puissant quand on vient peut-être de famille ou d'entourage professionnel où l'alimentation est toxique, ou en tout cas n'est pas discutée. C'est ça. Après, il y a tout le sujet des addictions encore présentes, on en a un petit peu parlé. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai encore des difficultés avec le chocolat, que je mange encore à mon goût en trop grosse quantité, et ça me fait pas forcément du bien. Alors on va dire, bon, c'est pas très grave, le chocolat, c'est pas forcément mauvais. Sauf que rien n'est mauvais en petite quantité. Le souci après, c'est quand ça devient régulier, qu'on peut plus s'en passer, comme toute forme d'addiction, ou pulsionnelle, ce qui est devenu par exemple le cas chez moi avec le chocolat. Ouais,
t'arrives à analyser les moments où tu as des pics de chocolat? En général, c'est plutôt en fin de journée, quand j'ai une journée un peu difficile, où j'ai dû travailler beaucoup, et je sais que j'ai encore le repas à préparer, la soirée, donc je veux comme me redonner un petit coup de fouet, et vers peut-être 4-5 heures, tu vois, dans ces eaux-là. Ça me parle. Ça te parle? Le doudou. Le doudou. Bon, en tout cas, merci. Il y aurait encore tant à dire, hein. Peut-être qu'on refera une autre fois. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des sujets qu'on a l'impression qu'on n'a pas assez abordés, on avait prévu aussi de parler de ce qui nous convient bien au quotidien. On l'a un peu dit en tâche de fond, hein. Il y a des choses qu'on a enlevées dans notre alimentation. Moi, je fais très attention au gluten, pas trop de laitage, évidemment d'éviter quand même le sucre. Après, je suis inspirée aussi par cette idée de bien gérer sa glycémie. Donc comment faire attention de manger toujours du cru, des légumes au début, pour pas avoir ces pics et de faire le yo-yo en termes de glycémie. Je peux recommander aussi l'excellent nouveau livre de mon ami Anthony Berthoud, nutritionniste de haut vol, chez Actes Sud, chasseur-cueilleur. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais vous le trouverez très facilement en tapant Anthony Berthoud. Je trouve qu'il a trouvé une bonne voie du milieu dans l'alimentation, qui n'est pas dans les extrêmes. On revient à quelque chose de bon sens, mais si on le met en place au quotidien, il y a de quoi vivre, comme tu disais, en très bonne santé, vraiment longtemps, a priori. Tu as raison de mentionner les pics de glycémie. Je sais que il y a beaucoup de recherches en ce moment sur les capteurs de glucose qui historiquement sont pensés pour des personnes qui souffrent de diabète, de type 1 ou type 2. Mais il y a aujourd'hui tout un mouvement de médecins qui recommandent le suivi du glucose pour tout un chacun. C'est ça. En comprenant que certains aliments, pour certaines personnes, vont déclencher spécifiquement des pics de glucose et des soucis d'énergie ou de libido, XY. Moi, après avoir exploré pas mal de sujets différents, c'est un peu c'est mon prochain objectif, de mieux comprendre mon rapport au glucose. Et à la glycémie, à tes pics d'insuline. Et ben là-dessus, on a fait aussi pas mal d'épisodes dans Métamorphose, dont certains avec Anthony Berthoud que je venais de citer, Jessine Chospé, je crois qu'on en avait reparlé avec le docteur aussi, Bruno Donatini, donc pas mal de ressources dans Métamorphose à nouveau là-dessus, puis plein de livres aussi évidemment sur ces sujets. C'était passionnant une fois de plus. Nous avons explosé, toi et moi, notre timing, parce que non seulement on est bavards, mais passionnés par nos sujets. J'espère néanmoins que ces conversations du scarabée, cette conversation du scarabée sur l'alimentation, comment se nourrir, ce rapport à la terre vous a plu, que ça a pu vous inspirer pour peut-être opérer des petits changements dans votre vie, ou en tout cas, voilà, vous a donné aussi la joie de nous écouter. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Anne. Et est-ce que tu crois que j'ai le temps d'ajouter un tout dernier point dont on n'a pas parlé? On a beaucoup parlé d'alimentation, mais on n'a pas forcément évoqué quand s'alimenter. Ah oui, la chrononutrition. Exactement, la chrononutrition. Donc, ou chronobiologie alimentaire. Ou chronobiologie alimentaire, absolument. Et simplement pour illustrer ça, ma prise de conscience la plus forte sur l'alimentation, ça a été le moment où je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de prendre un petit déjeuner nécessairement, quand j'ai découvert le jeûne intermittent, ce que je fais aujourd'hui depuis plus de 15 ans, et quand j'ai découvert il y a 2 ans que je n'étais pas forcément obligé de prendre un déjeuner, à part quand je te vois, Anne, et que je déjeune avec toi, tu es la seule personne avec qui je déjeune. Ça aussi, ça a été une découverte. Une découverte. Donc, voilà, en mot de la fin, moi, je vous invite aussi à réfléchir à ce qui vous convient pour vous comme temporalité d'alimentation. C'est un bon point. Je rebondis simplement pour finir aussi sur le jeûne intermittent. Décidément, on est vraiment bavards tous les deux. Mais moi aussi, je le pratique depuis maintenant des années et avec une conscience que je ne suis pas si certaine que ça me convienne en fait. Parce que comme j'ai une pratique sportive souvent le matin, je mange pas parce que je fais du sport le ventre vide et puis après c'est assez rapidement l'heure du déjeuner, donc je me dis quitte à attendre 2 heures, je vais pas manger en milieu de matinée. Et en réalité, je m'aperçois que après je me jette un peu sur la nourriture quand c'est le moment de manger, que ça peut me faire après des pics de glycémie. Alors qu'à l'époque où religieusement, entre guillemets, j'ai dit pas de dogme, mais je dis religieusement, ça va pas, c'est paradoxal, mais je faisais mon miam aux fruits le matin.
Et j'avais moins ce phénomène-là. Donc, c'est vrai que le jeûne intermittent est très à la mode, mais attention de bien vérifier si en réalité ça vous convient bien et si ça n'a pas changé et modifié un biorhythme à l'intérieur de vous. À voir peut-être avec un naturopathe, diététicien, médecin nutritionniste, etc. C'est clair. Merci beaucoup, Anne. Merci, Alex. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.